c'est rare. D'habitude, c'est moi qui parle de la langue, Denis. Je te remercie. Parce que moi, j'ai parlé de la langue. J'arrête pas de parler de la langue. Ça fait des années. Là, tout d'un coup, j'ai quelqu'un qui arrive, puis il a tout déblayé le terrain. Je vais pouvoir parler d'autres choses, mais finalement, je vais parler de la langue aussi. Il nous avait dit, l'invitation, c'était pour qu'on parle du cinéma puis de la souveraineté, c'est ça? Là, moi, je dis, cinéma et souveraineté, qu'est-ce que je vais dire? Je pensais que tu parlerais de Falardeau, qui a quand même été un de nos cinéastes politiques. Moi, je n'ai pas travaillé avec Falardeau, mais j'ai travaillé avec Denis Arcand. Puis c'est un drôle de coco, Denis Arcand. C'est un drôle de coco. Je veux dire, c'est un très formidable cinéaste, mais dans le fond, c'est un drôle de coco aussi au niveau de sa pensée politique. Et il a fait un film que vous connaissez peut-être qui s'appelle Le confort et l'indifférence. Vous connaissez ça? Alors, je vous conseille d'aller voir ça. C'est l'Office national du film. Il a fait un documentaire qui parle de Machiavel. Et il analyse la situation du Québec tout de suite après le référendum de 80, à partir des écrits de Machiavel. Et c'est un assez bon film, ça avait marqué à l'époque, puis c'était intéressant. La première phrase qui apparaît à l'écran quand tu commences à voir le film, c'est celle-ci. Les hommes préfèrent toujours subir des malheurs supportables plutôt que se redresser et abolir les formes de gouvernement auxquelles ils sont accoutumés. Quand même, une réaction quelconque, c'est assez beau comme phrase. C'est même mauditement beau. C'est criant de vérité. C'est criant de vérité. C'est qu'on s'habitue à supporter un état plus ou moins satisfaisant plutôt que de se redresser. Et il y a une leçon fondamentale de Machiavel là-dedans, et il parle beaucoup après ça de la force. Ça te prend des forces, lui il parle de guerriers armés, ça te prend une armée pour aller au combat, pour ne pas supporter un gouvernement qui ne te satisfait pas, mais pour te redresser. Puis on est un peu dans ces situations-là. Puis c'est très proche de l'indépendance, puis c'est très proche de toutes ces questions-là. Si on regarde ça d'un autre point de vue, Arcand, il a fait des films qui sont appelés Jésus de Montréal, Le déclin, Les invasions barbares. Puis son point de vue sur la vie, j'étais avec lui hier, ils ont nommé une salle, Denis Arcand, au Carrefour à Saint-Jérôme. Ils ont donné le nom de Denis Arcand à une salle. Puis c'était très bien parce que c'est une salle commerciale. Lui, il était très content de ça, puis moi aussi. Ça veut dire que c'est une salle ouverte à tout le monde. Mais ça, c'est une petite parenthèse, je la ferme. Mais lui, Denis Arcand, sa vision du monde, elle est celle d'un historien. Puis sa vérité historique, puis ça, on a eu bien des discussions là-dessus pendant qu'on tourne, on a plus de fun à rire qu'à faire le film souvent, puis à se parler entre les prises. Et nos discussions ont souvent tourné autour de cette réalité-là historique. Pour lui, il y a trois règles que l'histoire impose, dévoile. Il y a la règle du nombre et du nombre. Pour lui, la vérité historique, il y a une sorte de déterminisme lié au nombre. Le nombre l'emporte toujours. Puis c'est vachement difficile de dire le contraire à quelqu'un comme Denis Arcand, parce qu'il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire où c'est ça qui est arrivé. Puis la loi du nombre, c'est cette loi-là dont on parle quand on parle de la langue au Québec. On parle de la loi du nombre. On parle du fait que on est, nous, une minorité de linguistique, de culture et de langues différentes, face à un nombre extraordinairement important de locuteurs anglophones ou hispanophones et de locuteurs sur la planète qui partagent une espèce d'espéranto qui est l'anglais. On est donc confronté à une loi fondamentale de l'histoire, celle de dire que nous, ici au Québec, on est tributaire. On peut être victime ou vainqueur, c'est pas là la question, mais on est tributaire d'une situation qui est largement plus importante que notre stricte volonté de rester francophone. On est actuellement, comme communauté culturelle et linguistique, confronté à ce qui s'appelle la mondialisation des cultures, à ce qui s'appelle l'homogénéisation des cultures, et puis ça a pris les traits de la langue anglaise, de la culture anglophone, alors que ça pourra peut-être prendre les traits éventuellement, sûrement, ça prendra les traits d'une culture chinoise et d'une langue chinoise probablement, puis l'histoire amènera d'autres bouleversements. Donc on est confronté à une réalité qui nous dépasse. Qu'on est obligé soit de vivre avec et de s'en accommoder, ou soit de se redresser, comme dit Machiavel, puis de dire, ben, on va essayer de conserver cette réalité-là qui fait notre différence.
Puis c'est ça le concept de la diversité culturelle. Quand j'entends ces mots-là, moi je bondis parce que j'ai consacré plusieurs années de ma vie à la diversité culturelle. Qu'est-ce qu'on veut dire? On veut juste dire qu'il est possible d'être une petite culture, un petit nombre de locuteurs. Puis c'est vrai pour les langues autochtones ici au Québec, puis au Canada, puis c'est vrai pour nous autres dans l'Amérique, et c'est vrai pour plein d'autres cultures, langues, la Catalogne, en Écosse, partout. C'est vrai que pour garder ce qu'il y a d'intéressant dans le fait d'être différent, ce qu'il y a d'intéressant dans le fait d'être différent, c'est qu'il faut qu'il y ait une frontière qui soit viable. Il faut qu'à un moment donné, tu dises, oups, cette frontière-là entre une culture dominante puis une culture plus petite en nombre, on va s'organiser pour qu'elle nous permette de continuer à exister et que ça soit enrichissant pour les deux parties, de la plus grosse partie à la plus petite partie. On est donc très dépendant de quelque chose qui nous dépasse. Puis quand vous regardez l'environnement, la question de l'environnement est fascinante. Avec Kyoto, on le voit, tout à coup, il y a des décisions qui se prennent, des décisions qui vont nous toucher, nous, dans nos santé, dans notre santé, dans la qualité de l'eau, la qualité de l'air, dans l'environnement. Il y a des décisions qui se prennent, et elles ne se prennent plus au Québec, elles ne se prennent plus au Canada, ou elles se prennent au Canada à l'encontre du Québec. Ça se prend dans des lieux où il y a tout d'un coup une conférence internationale, et ces décisions-là vont créer pour nous une sorte de contrainte ou de mieux-être. On est donc dans une situation de dépendance. On est dépendant au niveau de la langue. On est dépendant au niveau de l'environnement. On est dépendant au niveau du fric, puis au niveau du développement des ressources naturelles. Qu'est-ce qui va se passer dans le nord du Québec? Il va y avoir un afflux de capitaux. Il y a un afflux de capitaux qui est demandé, que le gouvernement actuellement recherche. On va en Scandinavie, là, le ministre s'en va en Scandinavie, le premier ministre va un peu partout sur la planète pour dire aux gens, venez investir vos capitaux dans notre sous-sol parce qu'il est très riche et vous allez pouvoir faire beaucoup de fric. Mais nous autres, là, nous, à qui ça appartient, ce sous-sol-là? À qui appartient le sol? À qui appartient la richesse collective? Là, on se dit, mais là, est-ce que vous êtes en train d'inviter tous ces capitaux-là à venir chez nous sans qu'il y ait aucune règle, sans qu'on y trouve notre profit? C'est un petit peu ça qui se passe. Puis quand on voit quelque chose comme l'accord économique, commercial, global, dont vous avez peut-être entendu parler, là tu te dis, waouh, tu regardes cet accord-là, un accord de libéralisation du commerce, un accord sur les investissements, puis quand on regarde ces règles-là, on se dit, bon, s'ils appliquent ça, ça ne nous appartiendra plus. Il y a des gens qui vont venir investir leurs capitaux sans règle, puis comme tout investisseur, ils vont chercher à obtenir le maximum de rendement sur leur investissement. Puis ils ne seront pas obligés de créer des emplois, puis ils ne seront pas obligés de faire de la deuxième et de la troisième transformation, puis ils ne seront pas obligés de remettre ça en ordre et en état, puis ils ne seront pas obligés d'aucune façon de s'assurer que ce qui va être tiré du sous-sol d'une façon définitive, ça va pouvoir vous profiter à vous autres, puis à vos enfants, puis aux enfants de vos enfants. Développement durable, ils n'en ont rien à cirer. L'économie et la richesse collective, mais ils s'en foutent. C'est des gens qui manipulent du fric, c'est du capital, ils l'investissent. Puis ils vont l'investir s'ils ont un rendement. Puis s'ils ont des règles, ils vont l'investir selon les règles qui sont là. Mais s'ils n'ont pas de règles, ils vont l'investir pareil, puis ils vont empocher plus de profit. Il faut qu'il y ait quelque chose, quelque part, qui s'appelle comme une conscience collective, une volonté collective qui dise « Wow, 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 là, vous allez venir, puis on est bien content que le capital vienne développer les richesses du Québec, mais on va faire ça selon un certain nombre de règles que nous, on va édicter. » Comme au niveau de l'environnement, on va dire, « Hey, attends, si vous voulez exploiter les gaz de schiste, on peut-tu se poser la question si nous, on veut que ça soit exploité, puis si c'est exploité, on peut-tu être sûr que ça va nous profiter si jamais on trouve que ça a du bon sens d'exploiter? Mais ça se peut qu'on dise non, qu'on veut pas. Qu'on ne veut pas ce type d'exploitation. Ça se peut qu'un peuple dise, ben nous autres, on aimerait mieux que ça se passe d'une façon plus collective. On aimerait mieux que ça soit mieux réparti, l'argent. On aimerait mieux conserver ça accessible à tout le monde, la santé.
Puis on aimerait mieux que l'éducation, ça soit vraiment accessible à tout le monde. Puis on aimerait bien avoir les moyens de continuer à se développer, puis pas juste maintenant, pour demain, puis pour plus tard, puis pour tout le temps. Puis on aimerait ça que ça se passe dans notre langue. Puis on aimerait ça que ça se passe aussi dans notre culture. Quand vous venez, quand vous faites du fric avec nous, c'est beau, bingo, on est bien heureux, mais en même temps, ça se peut-tu que ça se passe dans notre langue? Ça se peut-tu qu'on soit capable d'apprendre notre langue comme nous, on apprend la langue de tout le monde, puis qu'il n'y a pas de fermeture là-dedans? Mais ça se peut-tu qu'il y ait une sorte d'État, qu'il y ait une sorte de groupement collectif qui s'appelle une société, qui se donne des outils, puis des instruments qu'on appelle politiques, des institutions juridiques, puis des institutions gouvernementales qui respectent ses volontés. Ça se peut-tu qu'un peuple démocratique depuis 400 ans, qui partage plein de valeurs, qui partage une langue, qui partage l'égalité entre les hommes et les femmes, qui partage la laïcité, qui partage l'entraide, qui a compris depuis un certain temps qu'il y avait une transmission entre générations. Ça se peut-tu que cette collectivité-là se donne des outils qui ont du bon sens et qu'elle contrôle, puis que ce soit des outils puis des personnes qui soient responsables, qui soient transparents, qui soient là pour le mieux-être collectif. Ça se peut-tu, ce type de réalité-là? C'est-tu un rêve inaccessible, comme l'inaccessible étoile, ou bien non, c'est quelque chose qui est faisable? C'est faisable. C'est faisable. C'est faisable par du monde. C'est faisable par vous, par moi, par tout. C'est faisable. C'est quoi qui fait qu'on ne le fait pas? Ben, il y a juste une volonté de le faire. On a juste à dire que c'est ça qu'on fait. Puis après, ben, on s'empare du pouvoir qui est nécessaire pour le faire. Puis ce pouvoir-là, ça va être lequel? Est-ce que c'est le pouvoir qu'on a actuellement? En tout cas, il ne nous aide pas au niveau de l'environnement, il ne nous aide pas trop au niveau du financement, il nous aide modérément au niveau de la langue. Donc, peut-être que ça nous prend plus de pouvoir pour combattre toutes nos dépendances. Peut-être que ça prend plus de pouvoir pour qu'on puisse faire vraiment ce qu'on veut. Ça nous prend plus de discussions puis de bons outils démocratiques pour être sûr que ce qu'on veut, c'est ce que tout le monde veut et non pas juste quelques-uns qui possèdent le pouvoir politique. Ça se peut-tu que tout d'un coup, le pouvoir politique, ça appartienne aussi aux citoyens, au peuple, que ce peuple-là se dise, ben, nous autres, là, on va l'écrire ce qu'on veut, on va s'écrire une constitution, on va mettre ça sur le papier, nos valeurs, on va mettre sur le papier ce qu'on possède, ce qu'on aimerait posséder encore longtemps, puis on va mettre sur papier quelles sont nos institutions. On voudrait que ça fonctionne comment, ce pouvoir-là? Est-ce qu'on veut que ça reste toujours aussi britannique, ancien et fossilisé que celui-là? Ou bien non, si on aimerait ça, que ça soit un petit peu plus, un petit peu plus, quelque chose d'un peu plus excitant, on peut-tu avoir du fun en politique? On peut-tu avoir du fun dans une société? Ça se peut-tu qu'on parle, puis que ça ait du bon sens, ce qu'on dit, puis que quand je vous écoute, puis que vous m'écoutez, tout d'un coup, on peut se dialoguer? Ça se peut-tu? Ben, sacrément, c'est sûr que ça se peut. Il s'agit juste de le vouloir. Puis non seulement ça se peut, mais ça se peut, dans le fond, si vous le voulez. Parce que faut être nombreux à le vouloir à peu près en même temps pour que ça arrive. Puis c'est la même chose pour ceux qui pensent que une des clés, c'est de l'indépendance. Bien, il faut être nombreux à penser qu'au même moment, on a à peu près la même idée sur à peu près la même réalité. Puis ça se peut que ce ne soit pas celle-là qui gagne. Moi, je pense, on est plusieurs, on est très nombreux, ici, ailleurs, un peu partout, à penser que c'est une des bonnes clés. C'est un des bons outils, ça. Un des bons outils, c'est avoir le contrôle global
sur ce que tu possèdes. Globalement, là, tu te dis, ça c'est mon univers, puis dans cet univers-là, je peux faire à peu près ce que je veux. Et l'univers au Québec, c'est grand pas à peu près. C'est un immense territoire, c'est une immense histoire, c'est une grande culture, c'est loin d'être médiocre, puis c'est un pays riche, puis on a des universités, puis vous étudiez, puis vous allez avoir du travail, puis vous allez faire des métiers, des carrières, vous avez de l'avenir. Tu sais, on a dans nos poches, on a un bagage énorme, on a des outils, on n'est pas dépourvu, on n'est pas dépourvu, au contraire. Alors, quand on n'est pas dépourvu, qu'est-ce qui nous empêche de faire ce qu'on veut? Moi, c'est ça que je veux, c'est qu'on fasse ensemble ce qui nous appartient, qu'on fasse ensemble ce qu'on veut, qu'on fasse ensemble le pays tel qu'il est, tel que nous le possédons, puis tel qu'on veut le léguer à ceux qui vont venir. Puis ça, moi, c'est à vous. C'est à vous de le faire. Moi, je vais être là le temps que vous me direz que c'est utile. Le temps que vous durez à du monde comme moi, à du monde comme Denis, vous êtes utile, vous jouez un rôle utile. Mais mais dans le fond, là, c'est à vous autres complètement que ça appartient. Surtout ceux qui ont l'immense privilège de pouvoir étudier, de pouvoir se développer, de pouvoir réfléchir, puis d'avoir à formuler de l'imaginaire, puis à formuler du désir, puis à formuler l'avenir. Ça fait que c'est ça. Merci.